Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 mai, peut-être que ça nous portera bonheur. En attendant, on démarre notre journal avec les titres. Ineos à Sarralbe se dote d'une nouvelle zone de stockage construite à l'écart des habitations. Mesure obligatoire dans le cadre du nouveau PPRT, plan de prévention des risques techniques. Depuis 2018, l'entreprise de chimie entreprend des travaux en ce sens. Pour rappel, le site est classé Seveso seuil haut. Les inaugurations se succèdent sur le territoire. Exemple à Lengelsheim qui a bénéficié d'aide de l'État pour revoir son éclairage public en 100% LED et pour la construction d'un atelier municipal. Logés chez l'habitant ou par des bailleurs sociaux, les réfugiés ukrainiens prennent doucement leur marque dans la cité faïencière. Une cérémonie de bienvenue était organisée pour mettre à l'honneur la dizaine de familles présentes à Sarreguemines. Et puis on fait un focus sur le monde du sport en deuxième partie d'émission. L'effort physique caractérise-t-il le sport à lui seul? Vaste question qui parfois divise lorsque l'on parle des échecs ou du e-sport par exemple. Mais les 4 invités autour de la table Polygone vont tenter d'y répondre avec Margot aux commandes. C'est un débat à retrouver dans quelques minutes. Mais avant, au cœur d'Ineos à Sarralbe, c'est une étape supplémentaire de franchie. Une nouvelle zone de stockage a été construite plus à l'écart des habitations pour garantir une sécurité plus élevée. Considérée comme un site dangereux car classé Seveso seuil haut, l'entreprise de chimie a entrepris des travaux depuis 2018 dans le cadre du plan de prévention des risques techniques. Hier soir, Ineos a ouvert ses portes à la presse. Explication dans ce reportage. C'est l'un des dossiers PPRT les plus compliqués et chers de France. À Sarralbe, l'entreprise de pétrochimie fait partie du paysage depuis plus de 100 ans. Ineos est spécialisée dans la production de 2 types de polymères, une molécule ensuite transformée en bouchon de bouteille ou encore en tuyau de gaz. Ce site est considéré comme dangereux, il est donc classé Seveso seuil haut. Pour réduire les risques en cas d'accident majeur, un PPRT, plan de prévention des risques technologiques, a été mis en place. Pendant 5 ans, Ineos a réalisé des travaux pour renforcer la sécurité. Ces travaux étaient absolument indispensables. Les études de danger démontraient qu'en cas d'accident majeur, donc explosion, boule de feu, surpression, on avait environ 260 maisons qui s'écroulaient. Donc c'est tout simplement impensable. Donc de 2 choses l'une, les solutions sont radicales. Ou l'usine ferme, ou on fait des travaux pour réduire au maximum les risques et les aléas de danger. C'est la deuxième option qui a été choisie. Une première mesure a été prise, Sarralbe ne stockera plus le propylène en grande capacité. Le stockage se fera à Carlin, en même temps que le dépotage. Donc notre matière première, qui est le propylène, arrive par wagon. Donc on va arrêter notre station sur site pour envoyer les wagons en déchargement sur le site de Carlin. Donc ils seront déchargés là-bas, dans une nouvelle sphère qui sera également plus petite que celle qu'on a ici. Et le produit sera ensuite envoyé par pipeline depuis Carlin jusqu'à Sarralbe. Les anciens réservoirs de stockage étaient à la vue de tous, les nouveaux sont maintenant enfouis. Il y en a 2 de 300 m3 pour le propylène et 2 autres de 80 m3 pour le butène. 2 stations de déchargement ont également été installées. Le nouveau site qui stocke les matières premières est plus éloigné des habitations comparé à l'ancien. La technologie y est également plus sûre. Eh bien, c'est 50 travaux, presque 37 millions d'euros investis avec une clé de répartition où l'État finance à 40%. Ce qui n'est pas quantité négligeable pour les travaux du site industriel. Les communes directement touchées en cas d'accident majeur sont Sarralbe, Willerwald et Herbitsheim. Une quinzaine de maisons est concernée à Willerwald et plus de 200 à Sarralbe. Ça rassure tout le monde et j'ai constaté que les travaux sont très bien faits. Le site est très bien sécurisé, donc nous sommes confiants pour l'avenir et la sécurité des riverains. La nouvelle zone de stockage est finie mais pas encore opérationnelle. Des tests doivent être effectués pour une mise en service d'ici septembre. Le PPRT n'est pas pour autant fini. Il reste une dernière étape. Les 250 maisons situées dans le périmètre doivent réaliser des travaux pour se mettre aux normes de sécurité. Le volet PPRT d'Ineos devrait prendre fin officiellement au courant de l'été 2025. Les petites communes aussi sont servies. Lengelsheim, 206 habitants, a bénéficié d'aide de l'État dans le cadre de la DETR. Le sous-préfet effectue actuellement de nombreuses visites dans l'arrondissement. C'est donc tout naturellement qu'il est allé à la rencontre des élus et de ses administrés. Un reportage de Morane Gancola et Guillaume Dumonteil.
Le rapport du sous-préfet de Sarreguemines de 1802 dit de lui: moral et actif, mais porté à la chicane, insoumis jusqu'au concordat, exerçant clandestinement les fonctions ecclésiastiques avec tous les principes anti-révolutionnaires. Le 14 décembre 1802, Brisé fut confirmé dans ses fonctions de premier curé concordataire de Schorbach. Il fut amnistié le 15 mars 1803. C'était l'abbé Brisé. 200 ans après, l'actuel sous-préfet de Sarreguemines a découvert ou redécouvert son histoire et inauguré un présentoir qui permettra à leur tour aux promeneurs de s'intéresser à cet homme d'église si particulier. Christophe Salin s'est ensuite emparé des ciseaux pour inaugurer l'atelier municipal. La commune de Lengelsheim n'avait jusqu'à présent aucun endroit où entreposer du matériel. C'est désormais chose faite. Pour financer ce projet, la commune a bénéficié d'une subvention de l'État dans le cadre de la DETR ou dotation d'équipement des territoires ruraux. Autre dépense subventionnable et subventionnée, l'éclairage public. Lengelsheim se targue d'être le premier village 100% LED. En changeant de mode d'éclairage, la commune dit avoir réalisé 77% d'économie d'énergie. De quoi satisfaire la conseillère départementale Sophie Pastor et le sous-préfet Christophe Salin. Et à Sarreguemines, c'est le Japon qui s'invite. Un nouveau commerce ouvre ses portes dès ce samedi 14 mai au Carré Louvain. Vous pourrez y retrouver des produits dérivés de manga, des figurines, mais aussi de l'épicerie. Ces nouveaux commerçants souhaitent faire découvrir la culture japonaise et participer bien sûr au dynamisme du centre-ville. Pour l'ouverture du magasin, vous êtes cordialement invités à venir faire vos courses en étant déguisés. Cette semaine s'est tenue une cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux familles ukrainiennes à Sarreguemines. 38 réfugiés se sont installés dans la commune depuis plusieurs semaines. Ils ont été conviés à un moment d'échange et de convivialité. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. À Sarreguemines, nous avons des raisons toutes particulières de bien vous comprendre. Notre région s'est retrouvée réfugiée en grande partie en Charente. Alors, c'est important de préciser que c'était dans une région de France, oui, mais qui ne parlait à l'époque même pas la même langue que les réfugiés d'ici. C'est donc tout naturellement que la ville de Sarreguemines s'est mobilisée pour accueillir à son tour des réfugiés. Ce sont 11 familles qui ont pris leur marque dans la cité faïencière. Elles sont hébergées dans des logements mis à disposition par les bailleurs sociaux ou chez des particuliers. Les équipes de la ville les ont accompagnées dans leur démarche administrative, mais aussi dans la scolarisation des enfants. Elle a également organisé ce moment de rencontre avec les Ukrainiens. Parmi eux, Valentina Nikiforova, auparavant professeure de français, elle a tenu à adresser un mot au maire et à lui faire une demande bien particulière. Je vous remercie beaucoup, tout le pays France, vous, comme le maire de Sarreguemines, pour tout que vous avez fait pour nous, pour les Ukrainiens. Je vais vous demander de tous les Ukrainiens faire pour nous un voyage en Paris. Et pour commencer le week-end, voici une autre idée de sortie. Ce samedi 14 mai, c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie. Pour l'occasion, Pierre Daume, journaliste au Monde diplomatique, donnera une conférence sur les harkis ce vendredi soir à l'espace Vitrac Saint-Vincent de Sirstal. La discussion sera axée sur le passé colonial de la France et sur les harkis, ultimes victimes de la colonisation. C'est à 20h, l'entrée est libre, alors profitez-en. On va marquer une courte pause maintenant, l'occasion de voir ce qui se trame côté ciel. Mon petit doigt me dit qu'il va rester bien bleu. Et juste après, on parlera sport physique et intellectuel autour de la table Polygone. A tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mai et que l'on soit superstitieux ou non, je trouve que côté ciel, on est plutôt chanceux. Et on va terminer la semaine sur la même lancée. Le soleil va briller demain sans interruption, du matin jusqu'au soir, avec des températures qui iront de 6 à 9 degrés pour les minimales et de 23 à 25 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Mathias et il fera jour de 5h53 à 21h09. Passez tous un bon week-end et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, ça coûte cher ? Non, un apprenti ne coûte pas cher, son coût est nettement inférieur à un salarié lambda et tout au long de sa formation, il acquiert des connaissances qui lui permettent de rendre des services à l'entreprise. Du coup, on est gagnant-gagnant. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. En ce mois de mai, Café Crensel se transforme en Make Crensel et vous invite pour 2 heures de spectacle en plate. Pour ce numéro très spécial rythmé par de l'humour et de la musique, Suzanne et Sébastien seront sur la scène du Casino de Sarreguemines en compagnie de leurs invités Martine et Bertrand, mais également Joachim Veillant, Elvis Tangel et Ornicar. Pour ne rien manquer de ce Make Crensel, rendez-vous dimanche 22 mai à 14h30 au Casino de Sarreguemines. Les échecs, discipline sportive ou non, le e-sport est-il vraiment un sport ? Des questions dans l'air du temps et qui parfois divisent la communauté. Mais vous allez voir que nos 4 invités du jour sont unanimes sur un point. Le sport, qu'il soit physique ou intellectuel, c'est surtout du plaisir et la volonté de progresser. Et c'est à retrouver tout de suite dans Polygone pour la suite de votre programme. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et à très vite sur Mosaïque Cristal. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller, Sarreguemines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Polygone. Cette émission, nous la consacrons au sport, le sport physique mais aussi le sport intellectuel. Les échecs ou encore l'e-sport sont reconnus comme des sports au même titre que le football ou l'équitation par exemple. Cette appellation divise la communauté. Alors ce qui nous amène à nous poser une question, l'effort physique caractérise-t-il le sport? Nous allons tenter de trouver des réponses avec nos invités. Pierre-Éric Becker, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'Hélios Gaming School qui est à Épinal et à Angoulême. C'est bien ça. Jean-Marc Maillère, entraîneur au club d'échecs de Sarreguemines, bonjour. Bonjour. Nicolas Marchand, moniteur d'équitation au club Sarreguemines Jump, bonjour à vous. Bonjour. Et Pierre Kremer, coach sportif fondateur de PK bonjour. Coaching, bonjour. Bienvenue à tous dans cette émission. Alors avant de vous donner la parole, on va écouter un petit peu les avis des passants. On leur a posé la question, quelle était leur définition du sport? On les écoute. Quelle est votre définition du sport? C'est plutôt un passe-temps, c'est pour se sentir bien dans sa peau. Pas besoin de faire de compétition, on fait ça pour le plaisir. Pour moi, le sport, c'est se dépenser, se mettre au défi et surtout être une meilleure version de soi-même. Déjà, c'est l'esprit d'équipe et aussi essayer de pousser ses propres limites toujours plus loin. Ouais, et c'est aussi un esprit de compétition pour essayer de toujours gagner face aux autres et du coup s'améliorer en gagnant. Bouger son corps. Pour moi, c'est ça le sport. Ouais. C'est bouger. C'est un loisir pour se maintenir en forme
et s'amuser. Alors en plateau aussi, on va demander la définition du sport à nos 4 invités. Alors Pierre-Éric Becker, je vous donne la parole. C'est quoi pour vous le sport ? Le sport, c'est la compétition. Donc, je représente l'e-sport. Donc, l'e-sport pratique du jeu vidéo en compétition. Donc, le sport pratique de la compétition. D'accord. Jean-Marc Mayer, peut-être, votre définition du sport ? Avant de venir, j'ai regardé sur le dictionnaire et la définition du sport était activité physique. Oui. Donc, a priori, on ne peut pas considérer les échecs comme un sport. Si on le voit du côté compétition, ça s'en rapproche déjà beaucoup plus, oui. D'accord. Pour vous, le sport, c'est une activité physique, mais pas seulement. Ça peut être les deux, oui. Ça peut être les deux. Pierre Crémer, votre définition du sport ? Un peu pareil, je pense qu'on pense souvent en sport activité physique, mais je pense que le sport cérébral en est aussi un, à partir du moment où il y a un objectif, une compétition qui émane de ça. Nicolas Marchand, est-ce que vous rejoignez un peu les avis ? Oui, pareil, activité physique ou technique, ouais. Alors c'est vrai, donc vous l'avez un peu dit avant, vous avez regardé la définition dans le dictionnaire. Nous aussi, à la rédaction, on n'a pas réussi à tomber d'accord. Du coup, on a regardé, effectivement, c'est activité physique visant à améliorer sa condition physique. Cette définition, alors vous l'avez dit, elle ne vous convient pas vraiment ? Moi, ça ne me dérange pas spécialement, mais j'ai l'impression qu'on confond surtout sport et compétition. En fait, c'est quand on parle de sport, on l'a vu dans les petits témoignages, on parle essentiellement de compétition. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont parlé d'activité physique et pour se faire plaisir, pour bouger son corps. Mais sinon, essentiellement, on parle beaucoup de compétition, ce qui peut être complètement différent. Alors on le rappelle, donc vous êtes entraîneur au club d'échecs de Sarreguemines et depuis 1999 ou 2000 ? Alors je suis à Sarreguemines depuis 2000, mais je suis déjà entraîneur depuis 1990 dans d'autres villes que Sarreguemines. Et depuis 1999, donc le comité olympique a reconnu les échecs comme un sport. Est-ce que vous défendez ce point de vue ? C'est si difficile à dire. Personnellement, oui. En tant que compétition, oui. En tant que sport physique, on peut le dire aussi, parce que jouer une partie qui dure 5 ou 6 heures et répéter ça tous les jours, ça m'est arrivé lors d'un championnat de France ou de différents championnats. Au bout d'une semaine, on perd 6 à 7 kilos. Donc ça peut aller très très vite. La concentration épuise le sport quand même, épuise le corps quand même. Épuise le corps, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. On peut brûler des calories en jouant aux échecs ? C'est énorme. Je crois que par partie, c'est pas loin de 600 à 700 calories. Ah oui. Sur 4 heures, par exemple. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Si on joue tous les jours, on a fait son sport de la semaine. On a perdu ces 7 kilos dans la semaine. Oui, d'accord, ok. Le jeu d'échecs, on en a parlé un petit peu avant l'émission, il a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. Oui. Alors il y a eu le Covid qui a aussi poussé les gens à jouer plus aux jeux de société. Et puis il y a eu la série Netflix, le jeu de la dame. Est-ce que vous, personnellement, vous avez ressenti un nouveau souffle dans le jeu énormément. J'ai eu beaucoup de demandes, malheureusement, effectivement, ça s'est passé pendant le confinement. Donc on n'a pas eu de retombées tout de suite, mais à la reprise, là au mois de septembre de l'année dernière, on a eu plus de monde. La fédération française a vu le nombre d'adhérents augmenter et tout le monde venait en grande partie après avoir vu l'émission, la série avec Elisabeth Hamon. D'accord. Et donc vous avez plus de filles d'ailleurs. Plus de filles et plus de jeunes aussi, j'imagine. Donc ça, c'est plutôt positif. Tout à fait. Pierre Crémer, je vais m'adresser à vous qui êtes coach sportif. Quel est votre point de vue ? Est-ce qu'on peut appeler les échecs un sport, selon vous ? Oui, je pense qu'on peut appeler ça un sport, mais encore une fois, il y a plus le côté maintenant cérébral, concentration, anticipation, technique, tactique qui entre en jeu, plus que le côté physique. Après, des longues séries, longues parties engendrent effectivement une dépense énergétique, comme il l'a dit, qui est pas moindre. Quand on fait toute la journée sur de la concentration, on perd effectivement des calories. Après, le côté physique, je le verrais plus complémentaire pour maintenant les échecs en termes de préparation physique. En fait, sur une journée longue, quand il va enchaîner des parties, il va y avoir forcément la posture qui va un peu se dégrader. Voilà, tout ça, on peut l'améliorer grâce au sport physique, en fait, par rapport à la préparation. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais encore une fois, à partir du moment où il y a cette notion de compétition, pour moi, je le mets comme un sport. D'accord, mais l'effort physique au sens se dépenser, ça reste quand même pour vous le cœur, le principal critère du sport en général. Je pense que vous partagez tous cet avis autour de la table.
Pierre-Éric Becker, quel est votre avis quand vous entendez parler des échecs? Pour vous, c'est un sport comme un autre? Donc c'est un sport également, ça demande de l'entraînement, ça demande de la répétition, ça demande tout un tas de choses qui font partie en fait des critères qu'on peut attribuer au sport. Nicolas Marchand, pareil? Oui, je rejoins. Ouais, c'est vrai. Dans l'équitation, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi c'est pas très physique. Au final, l'équitation, c'est un sport qui est quand même assez demandeur pour le corps. Oui, c'est physique quand même, oui. Bon, après, il suffit d'essayer pour s'en rendre compte. Il suffit d'essayer. Les jambes doivent souffrir pas mal. Hein, oui, et puis ça mobilise des muscles qu'on ne travaille pas forcément dans d'autres disciplines. Ouais. Au niveau des jambes et de l'équilibre, par exemple, parce qu'on est à califourchon, donc c'est déjà une position particulière qu'on n'a pas autrement. D'accord. Et donc il y a beaucoup de muscles de posturaux qui sont à travailler. Ouais. Donc c'est très physique et il y a aussi beaucoup de mental. Quelle est la part du mental quand on fait de l'équitation? Est-ce que c'est 50-50? Ça dépend. Ça dépend. Bon, après, il y a tellement de manières de pratiquer l'équitation que c'est difficile de définir quelque chose comme ça, mais ouais, ça dépend. Il y a une grosse partie de concentration, oui. Et l'équitation, c'est un sport d'équipe, c'est un des rares sports où... c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux, en fait. Pratique à deux, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a aussi une coordination qu'il faut trouver avec son animal. Ouais. Quelle qualité il faut pour bien pratiquer ce sport? Qualité physique, mentale et technique. Il faut avoir un bon équilibre, il faut avoir du sang-froid, donc préparation mentale. Il faut avoir de la patience aussi, être capable de se remettre en question, pas forcément toujours rejeter la faute sur l'animal ou quelque chose comme ça, donc il faut vraiment être quelqu'un d'assez posé, assez calme. Et oui, donc physiquement, la principale chose à travailler, c'est l'équilibre. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Du sien et l'équilibre du cheval aussi. De l'animal, ouais, bien sûr. Il y a aussi une notion très importante qu'on n'a pas forcément évoquée, mais le petit garçon dans le micro-trottoir le disait très bien tout à l'heure, la notion d'amusement dans le sport. D'ailleurs, le mot sport, à la base, vient du vieux français, qui signifie amusement. C'est important, la notion d'amusement dans le sport, il faut aussi prendre du plaisir. C'est fondamental, c'est fondamental. Ouais. C'est pour ça, à chaque fois que des enfants viennent jouer aux échecs, ou quand je les emmène en compétition, je dis toujours une chose, n'oubliez pas que dans l'expression jeu d'échecs, il y a surtout jeu. Le reste après, les enfants adorent s'amuser, ils viennent surtout pour ça. Et même en compétition c'est parfois un peu plus difficile, mais s'ils trouvent et s'ils gardent le plaisir du jeu, ils n'ont plus peur. En fait, le trac disparaît complètement. Et je pense que c'est effectivement pour moi la notion fondamentale de tout sport. Donc on parlait de jeux, donc ce qui m'amène forcément à penser aux jeux vidéo. Pratiqués à un haut niveau, ils deviennent vraiment de véritables sports, appelés e-sport, donc sport électronique. Il existe des fédérations officielles un peu partout dans le monde. C'est un marché qui représente énormément d'argent. Il y a carrément des championnats qui sont diffusés à la télévision et qui se déroulent dans des stades bondés. Le terme e-sport, cependant, divise un peu la communauté. Pierre-Éric Becker, est-ce que vous défendez le fait qu'on puisse appeler ça du sport? Alors, oui, donc Francis Sport, la fédération, l'association en fait qui fait référence au niveau d'e-sport au niveau national, on a fait une définition dont j'ai donné tout à l'heure. Donc e-sport, pratique du jeu vidéo en compétition. Et donc oui, quand on regarde déjà tout ce que doivent savoir faire les pratiquants. On parlait tout à l'heure d'APM, donc action par minute. Les joueurs sont au besoin en fait d'une longue concentration. Des parties en standard peuvent durer entre 20 minutes et 1 heure. Et quand on fait des grosses compétitions, ils peuvent jouer des fois de 10h le matin jusqu'à minuit, pratiquement non-stop, donc pour enchaîner les parties. D'accord, donc c'est très exigeant et très demandeur physiquement et mentalement aussi. Alors pour se rendre compte des différences et des similitudes entre un footballeur classique et un joueur e-sport, on a décidé de réaliser un petit portrait croisé. Alors d'un côté, on a Johan Simon, alias Manika, champion sur le jeu FIFA, et de l'autre côté, Adel Gendez, le capitaine du Sarreguemines FC. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. J'ai commencé l'e-sport, j'ai commencé FIFA en 2008 et j'ai commencé à faire des bons résultats sur le jeu sans savoir que ça pouvait
me permettre de faire des compétitions en vrai, que ça existait. Et puis en 2010, on m'a contacté, on m'a repéré par rapport à mes résultats sur Internet et j'ai participé à mes premiers championnats de France en 2010, 2011, 2012 où j'ai souvent été très bien placé. Et en fait, en continuant, j'ai réussi à me qualifier à ma première Coupe du Monde en 2014 au Brésil, à Rio. Et puis c'est à partir de là que j'ai vraiment... que je suis vraiment rentré dans l'univers professionnel puisque ça évolue en même temps que moi FIFA dans l'e-sport. Je suis issu de Sarreguemines, né à Sarreguemines. J'ai toujours joué dans le secteur de Sarreguemines, notamment à la Beau-Soleil. Ensuite de la Beau-Soleil, je suis passé par d'autres clubs aux alentours, Velferdin. Ensuite, j'ai fait mes classes en jeune à Sarreguemines Football Club. À l'époque, ça s'appelait l'ASF 93. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la N3, l'épopée, Coupe de France et tout le tralala là, à Sarreguemines, Guadeloupe. Et puis après, je suis allé un peu m'expatrier à droite à gauche pour voir ce que c'était aussi le niveau ailleurs, en N3, Sarre-Union, en Bourreau, et je suis revenu à la maison. Quand on a une compétition, c'est important de bien dormir, comme dans n'importe quel sport. Le sommeil, c'est une chose qui est super importante. Il y a l'hydratation, le stress qui est, j'ai envie de dire, sur les compétitions de jeux vidéo, qui est presque aussi, voire même plus fort que dans certains sports parce que tu es souvent tout seul. En plus, ça va très vite, c'est très court. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir gérer et c'est des choses qui font partie de n'importe quel athlète, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport. Point de vue athlétique, physique, on va d'abord préparer tout ce qui est coffre, c'est-à-dire la course de fond. Courir beaucoup, longtemps, avec des répétitions. Ensuite, de fur et à mesure que la préparation se rapproche et se serre, on va partir sur des courses à haute intensité mais courtes, en situation de match. En fait, on va faire une préparation qui va nous préparer à pratiquer et à jouer un match de 90 minutes à haute intensité. Les coachs sont de plus en plus importants, surtout sur certains jeux, pour contrôler l'aspect mental, même le stress, psychologique aussi, parce que c'est très dur. Il faut savoir que les carrières d'e-sport commencent tôt et sont très courtes en général sur beaucoup de jeux. Ça dure 3, 4, 5 ans, mais grand maximum, c'est très court. Cette année, au SFC, on a réussi quand même à avoir une professionnelle qui est en sophrologie et qui nous apporte un petit plus sur les respirations, la gestion de stress, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un plus. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, que ce soit quand j'étais jeune le foot ou voilà encore maintenant. C'est deux choses différentes, attention, mais en fait il y a énormément de choses qui se relient. Déjà l'aspect mental, la fatigue mentale, la fatigue dans la tête, c'est une des choses les plus dures, que ce soit dans n'importe quel sport ou bien dans l'e-sport. C'est encore plus prononcé dans l'e-sport, dans les compétitions de jeux vidéo, parce que forcément être concentré sur un écran à la vitesse où ça joue, surtout à haut niveau. Je ne maîtrise pas entièrement ce qui se passe en e-sport. J'ai fait un peu de console, bon ça reste du jeu, mais voir ce qui se passe sur des réseaux sociaux tels que Twitch ou des choses comme ça, effectivement les personnes qui pratiquent ce sport, ça reste relativement un sport avec des exigences, de la pression et des objectifs à atteindre. Donc effectivement, c'est un sport et en plus de ça, il y a la pression qu'il y a derrière le sport, c'est-à-dire avoir des résultats, se préparer mentalement, physiquement et aussi la préparation, on va dire, intellectuelle par rapport à l'adversaire contre qui on joue aussi. Johan Simon, qu'on a vu dans le reportage, qui est aujourd'hui entraîneur à l'école e-sport du PSG. Donc voilà, il a quand même bien réussi. Et puis, donc on l'a vu, finalement les deux se rapprochent énormément. Alors vous, Pierre-Éric Becker, vous avez créé une école qui s'appelle l'Helios Gaming School. Les étudiants qui viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils apprennent ? En fait, ils apprennent déjà à pratiquer différemment. On leur dit toujours, les jeunes ont l'impression que plus ils pratiquent et plus ils vont devenir meilleurs. Une des premières choses en fait, dont ils se rendent compte chez nous, c'est qu'en jouant moins, ils progressent plus. Donc le fait d'être encadré, de s'entraîner différemment, on a une coach mentale qui travaille avec nous. Ils ont quelqu'un à disposition tous les après-midi, un entraîneur qui leur explique comment il faut faire.
jouer pour jouer, ça sert à rien. Il faut se fixer des objectifs, il faut, je rebondis un peu sur le côté jeu, le côté plaisir. L'e-sport, c'est aussi quand on veut devenir professionnel, il y a des fois on n'a pas envie. On n'a pas envie, il faut quand même, il faut continuer à s'entraîner. En fait, on joue plus pour jouer, on joue pour s'entraîner. Johan le décrypte très bien quand on lui pose la question. Lui, il fait du FIFA depuis plusieurs années. Ça lui arrive des fois pendant 3-4 semaines dans l'année, dans les périodes creuses où il touche même plus une console. Parce que il fait un blanc, il passe à autre chose. Et nous, voilà, c'est ce qu'on apprend en fait aux étudiants à gérer leur temps et gérer pour justement que ça soit plus intense quand ils font pour avoir de meilleurs résultats. Finalement, comme dans n'importe quel sport, en fait, finalement. Et les jeunes qui sont chez vous, alors c'est quel profil majoritairement ? Ils ont quel âge? Alors nous, on est une école post-bac et on est un petit peu spécial puisqu'en fait on couple l'entraînement sportif avec de l'événementiel. Donc on a différents types de profils. Là cette année, par exemple sur la promotion de cette année, le plus jeune a 18 ans, le plus vieux a 53 ans. Ah oui. Donc il joue pas aux jeux vidéo, il vient pour la partie événementielle. Mais justement le fait de mélanger en fait des gens qui viennent d'univers différents, ça apporte du plus au groupe et c'est vraiment très intéressant. Alors j'allais vous poser la question des efforts physiques, des capacités physiques que ça requiert. Vous y avez un petit peu répondu avant. C'est vrai que est-ce que vos joueurs ils doivent avoir une hygiène de vie saine, manger sainement, pratiquer une activité physique à côté? En fait, ce qu'on leur explique pour qu'ils comprennent bien, c'est que si maintenant on a deux personnes, donc deux e-sportifs qui ont exactement le même niveau, s'il y en a un qui va battre l'autre, ça peut être justement sur les détails. Il a mieux dormi, il a mieux mangé, il s'est mieux préparé. Et donc c'est ça, au bout d'un moment, qui fait la différence. Donc c'est très important. Et aussi, si maintenant on veut être un petit peu pointilleux, c'est vrai que beaucoup de monde dit l'e-sport, il y a aussi les mains en fait. Et c'est vrai que quand on voit la dextérité des gens qui jouent par exemple sur StarCraft 2, qui est un jeu où on a plusieurs centaines d'actions par minute, quand on voit les gens jouer, on se rend compte qu'en fait c'est pas tout le monde qui peut faire ça. En fait, il y a des prédispositions physiques incroyables qui sont nécessaires. Ouais. Pierre Crémer, je me tourne vers vous parce qu'on a parlé, c'est vrai, de l'alimentation, du sommeil. Vous, en tant que coach sportif, c'est vrai que vous recommandez c'est déterminant. C'est déterminant, encore plus dans le cadre maintenant de sportifs pro. Je veux dire, c'est des longues journées, c'est des journées de concentration intense où un bon apport énergétique est très important. On en parlait avant, maintenant de la junk food ou des sodas et tout ça, ça va rien vous ramener. Peut-être un petit coup de boost au début, mais sur le long terme et pour vraiment une pleine concentration, l'alimentation est très importante et également aussi bien au niveau du renforcement musculaire, au niveau de la posture, tout ce qui est maintenant ceinture scapulaire, muscles, comme on en a parlé pour l'équitation, les muscles posturaux, parce que les séances sont longues, donc à un moment on se voûte, on commence à avoir mal au cervical, au dos, tout ça, ça doit être solide. Maintenant on prend que ce soit même des sports plus light à première apparence, comme le golf ou le yoga, voilà, la question du stretching, du relâchement, mais de la concentration, tout ça, ça englobe. Donc la préparation physique, pour moi, elle est primordiale, que ce soit pour le e-sport, pour les échecs, pour toute compétition. Et la nutrition. Même dans la vie de tous les jours. Oui, c'est une hygiène de vie, tout à fait, c'est une hygiène de vie. Ouais. Est-ce que vous coachez parfois des gens qui viennent chez vous, qui prennent un abonnement chez vous? Est-ce que vous avez des joueurs d'échecs, des joueurs de billard, des joueurs de poker? Alors souvent en loisir. Ils me disent, à côté, je voudrais me transformer, je voudrais améliorer ma santé, mon physique, le côté esthétique ou autre. Et je fais également, alors de l'équitation, j'en ai eu beaucoup, pas forcément à Sarreguemines Jump, mais j'en ai eu beaucoup. Et justement, elle me disait, écoutez, nous on sollicite beaucoup les adducteurs, les lombaires et tout ça, mais je voudrais un peu équilibrer les choses. Donc voilà, on se base par rapport à ça, on renforce ces zones-là, mais on rééquilibre également le reste. Après, des joueurs d'échecs également. Ouais. Et justement, eux, c'était par rapport à la posture, que vraiment rester plus droit. Donc voilà, optimiser en fait le confort lors d'une partie pour être plus concentré et être moins dérivé par les douleurs ou la fatigue.
Est-ce qu'au contraire, quand on fait travailler notre cerveau avec des activités plus cognitives, est-ce que ça peut améliorer les performances physiques quand on est un sportif Je pense par rapport à certains sports, notamment même des jeux tactiques, hein, même le foot, l'anticipation. Maintenant, je pense qu'aux échecs, il y a de l'anticipation, hein, qui en fait, on se projette pour voir le coup qu'il va faire. Au foot, c'est un peu pareil. On va faire ça, et je pense que le e-sport est très bon aussi, encore plus, je pense. Donc, moi, je pars du principe que tout est lié. De toute façon, il y a du bon, voilà, et du mauvais un peu partout. J'ai quelques élèves qui jouent, qui font soit du foot, soit du handball, du ping-pong et autres. Et certains entraîneurs, du moins d'après les parents de ces élèves, ont dit que depuis que ces enfants jouent aux échecs, ils ont une meilleure vision de l'espace, du terrain. Parce que bon, sur l'échiquier, on est obligé de regarder partout. Hein. C'est une petite surface, mais on est obligé de regarder partout, de voir comment sont coordonnées nos propres pièces. Et au foot ou au handball ou les sports d'équipe, c'est exactement la même chose. Si on voit comment sont coordonnés nos joueurs, nos coéquipiers, les adversaires, on arrive à mieux gérer, à mieux savoir où passer le ballon. Et la vitesse de réflexion, je pense. Également, qui ça c'est très très rapide. Une gestion d'espace extrêmement rapide, les prises de décision beaucoup plus rapides aussi, parce que ça on a l'habitude de le faire, donc ça aide énormément dans ce cadre-là. Oui, dans l'équitation, j'imagine que c'est pareil avec le parcours d'obstacles. Enfin, c'est très technique, il faut anticiper aussi beaucoup, j'imagine. Il faut pouvoir analyser, réfléchir assez vite, avoir une bonne notion aussi de l'espace, observer un petit peu les distances, l'équilibre, la vitesse. Donc, ça fait plusieurs notions à gérer. Et tout ça en essayant de mobiliser des muscles et des activités physiques. Il faut gérer tous les paramètres. C'est pas forcément évident. C'est surtout à l'obstacle où on va devoir gérer l'équilibre, la vitesse et le. Il ne faut pas se tromper des 10 cm dans la distance. Ça peut être fatal, effectivement. Oui. On le voit, à cheval on le voit bien, à pied on ne remarque pas, mais à cheval on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion de l'espace et de distance. Les mouvements dans l'espace, ils sont complètement... Et puis chez les tout petits, on voit aussi que ça demande de mobiliser des efforts mentaux pour gérer l'équilibre de son cheval, alors qu'ils ne gèrent pas tout à fait le leur. Alors après, ils sont obligés d'oublier un petit peu ce qu'eux font, mais de gérer leur équilibre quand même. Ils sont obligés de penser au poney, et en même temps de s'équilibrer quand même de manière naturelle. Et est-ce que vous leur demandez de s'entraîner physiquement aussi à côté est-ce qu'il faut garder une bonne forme physique aussi pour... Oui, alors ça va dépendre de la pratique. Si on pratique en loisir occasionnellement, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un sport à côté. Mais on voit de plus en plus en compétition que les gens ont des préparateurs physiques à côté. Préparateurs physiques et mental aussi. Mais beaucoup de préparateurs physiques de plus en plus. Et alors il y a beaucoup de pratiquants maintenant qui pratiquent aussi à côté sur ballon, des ballons de gym pour travailler l'équilibre et la position et pour la travailler posture. Au niveau justement du gainage, du renfort au niveau des transverses et des muscles posturaux, effectivement. D'accord, pour simuler un petit peu Oui, et puis vraiment travailler son équilibre. Et des fois, même dans certaines structures professionnelles, dans des bureaux un peu à l'américaine, dans les open space, ils travaillent tous sur des ballons. C'est vrai, justement j'ai déjà vu. Au niveau de la posture, garder la posture, alors que, entre guillemets, en France, on est souvent à la vieille école, toujours un peu voûté, comme ça, jambes croisées, tout ça, tout ce qui n'est pas super top. Pour les prochains invités, on prend que des ballons. On prend que des ballons, d'accord, ok. On fera ça. J'avais quand même une question par rapport à l'e-sport. C'est vrai qu'on l'a vu, donc c'est un vrai sport pour ceux qui le pratiquent avec sérieux. Maintenant, moi, si je joue dans mon canapé le dimanche, est-ce qu'on peut dire que je fais du sport ? Alors oui, il y a toute une classification en fait de la pratique. On a 3 niveaux en fait de pratiquants de jeux vidéo en fait. On a les gens qui pratiquent pour le plaisir sans contrôler en fait leur niveau par rapport au niveau des autres. On a les gens qui contrôlent, qui jouent en fait en loisir, mais qui contrôlent et qui regardent en fait le niveau par rapport aux autres. Nous on appelle ça les ranked en fait, les parties classées. Et en fait aujourd'hui les gens, même quand on joue sur son canapé, dès qu'on rencontre, dès qu'on fait un jeu, un Clash of Clans ou un truc qui est totalement loisir, en fait on rencontre quelqu'un d'autre et donc on regarde son niveau par rapport à une autre personne, donc on a un classement, donc c'est de la compétition aussi. D'accord, donc à partir du moment où il y a cet esprit de compétition, on peut dire que c'est un sport finalement. De toute façon, chacun sa vision du sport. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, il n'y en a pas qu'une seule. Quel parallèle, selon vous,
on peut faire entre un... Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo autour de la table? Vous avez déjà joué aux jeux vidéo? Vous jouez de temps en temps? De temps en temps. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez dire Pour ma part, je suis d'accord. Hein, il a bien analysé la chose. Que, voilà, en plus, quand on joue en ligne, il y a également une connexion, un échange. Et je trouve ça pas mal ce qu'on peut avoir dans le sport réel. Hein, quand on joue avec des copains ou à haut niveau, il y a une entraide, hein, en fait, et je trouve ça bien. Ou l'esprit de compétition, tout simplement. J'organisais en fait, des événements, et quand j'avais organisé un événement à Frémin-Merlebac, et il y avait un papa en fait, qui est venu me voir et qui me disait je suis vraiment, tu m'as ouvert les yeux en fait. Parce que mon fils en fait était dans sa chambre et je voyais pas ce qu'il faisait, et en fait le fait de le voir se déplacer sur une compétition, il s'est rendu compte que son fils connaissait d'autres personnes. En plus il avait un niveau qui était assez élevé, donc il s'est rendu compte qu'en fait il y a des gens qui respectaient son niveau, et en plus quand il a fait la finale sur scène et que tout le monde regardait en fait le regarder gagner, il s'est dit voilà en fait tu m'as ouvert les yeux, j'ai compris maintenant ce que je crierai moins quand il est enfermé dans sa chambre parce que j'ai compris ce qu'il fait en fait. D'accord, c'est une bonne anecdote. On va revenir juste à l'équitation. On pense que ça se limite au fait d'être sur le cheval. Finalement, il y a aussi beaucoup d'efforts physiques qui se déroulent autour. Il faut préparer son cheval, il faut préparer les obstacles. C'est un sport qui est assez complet et qui ne se limite pas juste... Oui, bon, ça on ne peut pas vraiment dire que ça fasse partie du sport de préparer avant. Sinon... il y a pas mal de petits riches qui viendraient avec quelqu'un qui leur prépare le cheval, mais qui pratiquerait de l'équitation quand même. Mais bon, voilà, non, c'est... Il faut combien de temps pour être en harmonie avec le cheval? Ça demande quand même pas mal d'expérience, je pense, non? Ça dépend à quel niveau, à quel degré. Pour aller pratiquer de la compétition, vous pouvez commencer par monter plusieurs chevaux différents, apprendre un petit peu à vous adapter, que les chevaux de club en général savent s'adapter à différentes personnes aussi, mais voilà, vous pouvez commencer par changer de cheval et puis pratiquer l'équitation comme ça. Après, ça devient plus compliqué, il faut plutôt avoir son propre cheval pour avoir un niveau d'harmonie qui est... Puis on doit voir la différence entre les chevaux. Quand on est cavalier, par exemple, si on a l'habitude d'un cheval, qu'on doit en changer, ça doit faire une sacrée différence. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors on aime bien faire changer un peu les cavaliers pour qu'ils apprennent à s'habituer à différents chevaux. Mais il y a des cavaliers, même à très haut niveau, qui peuvent être très forts avec un cheval et qui vont avoir plus de mal à s'adapter à d'autres. C'est pas aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde qu'il y a eu ce genre de problème, non? Alors c'est terminé maintenant. Il y a une catégorie où ils changent de... Oui, alors aux Jeux Olympiques, en saut d'obstacle seulement, dans les autres disciplines, c'était pas comme ça. Aux Jeux Olympiques, il y avait une finale individuelle, donc finale par équipe, finale individuelle, et c'est un couple qui gagnait, un cheval et son cavalier. Et aux Jeux équestres mondiaux, donc championnat du monde, c'est tous les 4 ans aussi, là il y avait une finale tournante. Donc les 4 derniers, les 4 meilleurs couples étaient sélectionnés, et après chaque cavalier. Alors c'était une épreuve qui était vraiment intéressante parce que ça permettait vraiment de trouver le meilleur cavalier, enfin, de ce qu'on appelait le meilleur. Mais ils ont enlevé ce format. Alors il y a eu des problèmes d'assurance, parce que les chevaux valent tellement cher maintenant que les assurances ne voulaient plus couvrir ces épreuves-là. Et puis aussi au niveau éthique, est-ce qu'on récompense un couple ou est-ce qu'on récompense la personne qui est capable de s'adapter au plus? Puis il y avait des gens qui étaient très très forts. Enfin, il y a des cavaliers qui ont beaucoup d'expérience. C'est aussi une discipline où on peut monter assez vieux. Il y a des gens qui pratiquent en compétition encore à un certain âge. Bon, après, c'est vrai que c'est surprenant, c'est pas le cas dans la plupart des sports. Dans les échecs, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait des cavaliers qui avaient beaucoup d'expérience, qui venaient avec des chevaux qui étaient des fois qui avaient un niveau moins bon que les autres, qui arrivaient à cette finale-là. Qui était vraiment balèze. Puis il y a d'autres cavaliers qui avaient formé un couple exceptionnel et puis qui se retrouvaient à tomber sur un cheval qui ne s'entendaient pas du tout et donc qui n'étaient pas... Et complètement. Puis il y a eu quelques incidents aussi sur ce type de finale où des chevaux qui valent... comme il y a une notion de couple aussi où vous vous retrouvez à prêter votre cheval qui est toute votre vie à un cavalier qui va lui faire coller 3 stops sur le 1, c'est... Bon, à ce niveau-là, ça arrive pas trop souvent, mais ça pouvait arriver et les gens avaient du mal à participer à ça aussi. Ça peut arriver. Alors on va revenir au débat d'origine. Alors sport ou pas sport, donc c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas nous on l'a posé encore une fois aux passants de Sarreguemines, les échecs, le e-sport. Qu'est-ce que vous en pensez, sport ou pas sport? On vous écoute.
Si je te dis échec ou e-sport, pour toi c'est vraiment du sport ? Je pense que c'est un sport cognitif, c'est sûr que ça fait travailler nos méninges. Après, je pense qu'il y a différents types de sports, donc oui, ça peut rentrer dans une catégorie. Le cerveau est un muscle et le muscle principal de notre corps. Donc je pars du principe que le sport, que ce soit intellectuel, cognitif ou physique, c'est du sport. Si je vous dis échec, e-sport, poker, pour vous c'est des sports ? C'est un sport intellectuel. C'est aussi un sport, mais sous une autre forme. Mais échec, non, c'est pas du sport pour moi. Pourquoi ? Tu bouges pas, tu joues. C'est un jeu de convivialité, mais pas du sport, quoi. On peut jouer au billard, on peut jouer à la pétanque, c'est pas physique. C'est plutôt intellectuel. Même les mots croisés, c'est du sport cérébral. Les courses automobiles, c'est du sport cérébral. C'est pas tellement physique. Mais c'est à chacun doit trouver sa voie pour le sport. Alors Jean-Marc Maillard, vous avez réagi parce que la dame qui a dit non, c'est pas du sport. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? C'est vrai, effectivement, on a l'impression que quand quelqu'un joue aux échecs, il fait rien du tout. Mais dans la tête, ça tourne à une allure, c'est assez hallucinant. Et c'est peut-être aussi la première frustration d'un joueur d'échecs, quand vous restez 5 heures sans bouger, vous ne pouvez pas exprimer de colère, de déception ou autre. Par exemple, un joueur de tennis peut taper la balle dans le public, un joueur de foot envoyer la balle pareil dans le public, crier sur ses coéquipiers. Une partie d'échecs, vous ne bougez pas pendant 5 heures. Aucune émotion, il faut absolument tout contrôler. Si vous montrez une seule émotion, on peut en jouer un petit peu parfois, mais à l'adversaire, c'est comme au poker. Il va trouver le point faible. Et puis, donc c'est parfois ce côté-là qui donne l'impression qu'on ne fait rien. Mais dans le cerveau, ça tourne à toute allure. Dans la catégorie des sports plutôt cognitifs, il y a aussi le billard, effectivement. Alors, on ne peut pas tout citer, mais le billard, il y a une fédération qui existe. On compte 16 000 licenciés en France. Il y a un club à Sarreguemines, le Cercle de Billard. Les joueurs espèrent d'ailleurs voir cette discipline entrer au JO. Comme beaucoup, la candidature a été refusée pour Paris 2024. La pétanque, c'est pareil. Est-ce que vous auriez été favorable autour de la table à ce qu'on les intègre aux Jeux Olympiques ? Bien sûr. Oui. Et pourquoi ? Quand on voit maintenant des sports comme le curling ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément plus physiques, où il y a quand même de la technique, de la stratégie et tout ça, pourquoi pas le billard, je trouve. Donc, pour ma part, en Angleterre, notamment, le snooker, une forme de billard, est très très reconnue. Et les champions de snooker gagnent énormément d'argent. Donc ça dépend aussi beaucoup du pays et des cultures, finalement. C'est ça. On n'a pas tous la même définition. C'est pareil, ça demande énormément d'entraînement. Je ne sais pas comment s'entraînent les joueurs de e-sport ou autres, mais un joueur d'échecs qui fait des tournois, un vrai professionnel, c'est entre... à peu près 6 à 8 heures par jour. Donc c'est un entraînement énorme. Ça doit être à peu près pareil. Je veux dire, ils s'entraînent aussi des heures. Nous à l'école, ils ont 3h30 d'entraînement par journée et des fois des matchs, encore des matchs le soir. Effectivement, c'est pas mal, 3h30 par jour. Je veux dire que ce soit ça ou un autre sport. Il faut avoir une endurance physique importante. C'est ça. Il y a une notion qui revient aussi beaucoup dans le sport en général, c'est la notion de risque, de blessure qu'on retrouve pas forcément dans les échecs. Mais voilà. Mais justement, la question est, est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait cette notion de risque ou pour qu'on puisse dire oui, c'est un sport ? A priori non, pas pour moi. Pas pour vous ? Ça n'a pas grand-chose à voir. En tout cas, dans l'e-sport, il y a du risque, puisque au niveau des pathologies des mains, les grandes équipes maintenant ont des kinés spécialisés pour les mains. Et on dit un joueur qui a un problème de canal carpien, c'est la retraite assurée. Les chutes sont fréquentes dans l'équitation. On sait que c'est un sport très dangereux. Comment vous gérez cet aspect-là ? J'allais dire, on fait tout pour l'éviter, donc ça paraît pas indispensable pour faire partie du sport, la notion de risque. Non, et puis maintenant on progresse étape par étape, donc on prend de moins en moins de risques aussi. On a une cavalerie qui est adaptée, des chevaux qui correspondent à ce qu'on va attendre d'eux et une progression logique qui fait que ça évite les accidents quand même. Il y a des choses qu'il faut faire physiquement pour essayer d'éviter le risque de chute de manière générale. Est-ce qu'on peut savoir, on peut apprendre à tomber. Également apprendre à tomber, après encore une fois anticiper la chose ou se renforcer musculairement. Quelqu'un qui est plus solide au niveau musculaire, la chute sera
sera moins dur. Hein. Après, ça dépend où il tombe. Maintenant, il y a quand même des protections, hein, les plastrons, je crois, et tout ça. Des airbags aussi. Des airbags qui font que. Ah ouais. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Hein. Mais quand on prend maintenant Christopher Reeve, à l'époque, qui était tombé, le Superman, l'acteur du Superman, qui était quadraplégique, enfin qui est même mort, hein, voilà, il n'y avait peut-être pas les mêmes protections ni autres, mais je pense que le fait de se préparer, d'être vigilant, se préparer physiquement, c'est important. Mais il y a quelque chose de commun aussi dans le sport, c'est l'adrénaline, effectivement, que procure Et je pense que ce soit dans l'e-sport ou dans les échecs, on retrouve aussi cette adrénaline. C'est commun, je pense. Celle-là, il faut bien la contrôler. Hein. C'est certainement le plus dur, parce que quand on la sent monter, faut vraiment contrôler parfaitement, parce qu'elle peut faire tout gagner, mais elle peut faire tout perdre aussi. Hein. Si on perd le contrôle de cette adrénaline, ça peut nous faire jouer des coups qui sont trop précipités ou et trop risqués aussi. Oui, il faut apprendre à gérer son stress. Complètement. Dans l'e-sport, on apprend, j'imagine, aux étudiants à gérer leur stress, parce que c'est vrai qu'on a cette image du joueur de jeux vidéo qui s'énerve sur sa console. Alors, c'est vrai. Nous, si ça arrive une fois, parce que ils sont, enfin, dès le début de l'année, on leur dit si maintenant ils cassent un clavier ou une souris ou n'importe, c'est un avertissement et après c'est la punition parce que ça n'a pas sa place en fait. Comme on dit, comme aux échecs, on doit se maîtriser. C'est pour ça qu'on attaque souvent maintenant des coachs, des sophrologues et autres qui permettent de canaliser le stress et au niveau émotionnel. Donc la bonne combinaison, c'est le préparateur physique, sophrologue et la personne, le coach qui va faire du spécifique en fait par rapport au sport. Et là, je pense que c'est la bonne combinaison. Alors on parlait d'adrénaline et de risque, alors il y a aussi les sports mécaniques qu'on peut aussi citer. On a rencontré Xavier Bog, un ancien champion de motocross qui a remporté de nombreux titres. Il entraîne aujourd'hui les meilleurs pilotes de France. Alors dans ce sport, il n'y a pas seulement la technique et la maîtrise de la moto qui comptent, mais aussi ils sont suivis par des coachs sportifs. Regardez. Alors moi j'ai commencé la moto assez tôt, à l'âge de 3 ans et demi déjà. Mon père faisait de la moto au niveau régional et donc assez naturellement il m'a acheté une moto et voilà, il m'a mis dessus et c'est parti de là. En championnat du monde j'ai fini 4 saisons à la 7e place finale. Une fois en MX2, donc en catégorie 250 et 3 fois en MX1, c'était catégorie 450. Et puis après au niveau français j'ai eu 5 titres de champion de France en 450. Renfort musculaire, c'est important parce que la moto, c'est quand même très exigeant à tenir. Donc on doit être forcément bien gainé. On est toujours en déséquilibre. On fait pas mal de cardio aussi, de la course à pied, du vélo. Les manches, ça dure 30 minutes, donc on est obligé d'avoir de l'endurance. On est obligé d'être explosif. Parce qu'il y a plein de petits mouvements qu'on ne voit pas sur une moto. On ne doit pas juste être assis et mettre du gaz. Je reste assis, les deux pieds sur le galpier. Après, c'est surtout le gauche avant, après les vagues. Ouais. Tu vois, où c'est dur, où c'est plus des ornières comme sur de la terre. Le truc, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que tu t'assois pas devant, parce que quand tu sors ta jambe, tu la sors comme ça. De souvent devoir être debout, d'absorber tous les chocs et de faire plein de petits mouvements pour éviter que la moto parte en travers, voilà, pour toujours faire coller la roue arrière au sol, qu'elle décolle pas quand il y a des petits trous ou des irrégularités de la piste, d'absorber les réceptions de saut, même les cuvettes quand on descend et que ça remonte en face, ou les appels de saut pareil quoi. C'est un sport très complet, je dirais, parce que ça allie beaucoup de techniques, de savoir-faire sur la moto. Le physique rentre en compte énormément aussi. Et après, il y a l'aspect aussi de dangerosité qui entre en compte. Et pareil, quand on est bien préparé physiquement, on limitera aussi les risques de blessures en cas de chute. Ou même on limitera les chutes parce qu'on sera lucide plus longtemps pendant la manche.
Et oui, encore un sport qui est très physique, hein. On pourrait aussi citer la course automobile, mais on ne va pas pouvoir tout aborder malheureusement. Je vous propose, ça va bientôt être la fin de notre émission, je vous propose qu'on passe en revue quelques sports que j'ai trouvés sur le net qui sont assez insolites. Alors on va voir si c'est du sport ou pas, hein. Alors le premier, c'est le chess boxing, vous en avez peut-être entendu parler. Alors en fait les joueurs, hein, donc c'est des matchs sur 11 rounds, 6 parties d'échecs, 5 de boxe, et la première, en fait c'est le premier qui met KO son adversaire ou qui fait un échec et mat, et ben, qui gagne, hein. Il y a eu une compétition le 9 novembre 2019 à Paris, une compétition officielle. Sport ou pas sport? Oui. Si on se prend un bon coup, ça risque d'être assez sportif, effectivement. Mais beaucoup sur l'échiquier comme à la boxe. C'est très complet, du coup. Oui, tout à fait. Mais il y a une autre variante, c'est on met un échiquier, donc comme là ils l'ont posé, sur la table. Une fois qu'on a joué son coup, on court une trentaine de mètres, on tape sur un gong et on revient pour jouer. C'est des parties de 5 minutes. Hein. D'accord. Mais à chaque fois qu'on a joué un coup, on va taper sur le gong et on revient pour jouer. C'est assez c'est une bonne manière d'allier aussi l'effort physique à l'effort mental. On a une deuxième discipline, c'est la course de chaises de bureau. Alors ça se déroule en Allemagne, mais c'est aussi très populaire au Japon. Hein. Il s'agit de dévaler une piste de 200 mètres de long assis sur un siège de bureau. C'est assez cocasse. Les participants sont équipés de casques. Vous voyez, c'est super dangereux. On peut se faire mal. Le premier à arriver gagne la course, évidemment. Alors, les mollets doivent prendre. Des avis. C'est sympa. C'est une course. Ça reste une course et ça reste physique aussi, je pense, aussi beaucoup. Alors j'en ai trouvé un dernier. Alors c'est le baby-foot subaquatique. Alors vous l'avez deviné, il faut jouer au baby-foot sous l'eau. Donc c'est nos voisins alsaciens en plus qui le pratiquent. La première compétition a lieu à Wiesbaden en juin 2008. Le record est détenu par l'équipe le Dolphin de Kassel en Allemagne. Les plongeurs se sont relayés sur des matchs de 30 minutes pendant 30 heures. Voilà, donc on parlait de concentration, 30 heures, c'est quand même pas mal. Voilà. C'est énorme quand même. Et puis sous l'eau. Et bien, sous l'eau, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Bon, bah voilà, ça vous a plu cette petite sélection, histoire de terminer sur une note positive. Et puis finalement, pour mettre tout le monde d'accord, est-ce qu'on peut pas dire que sport intellectuel ou cognitif, l'idéal, c'est que tout le monde y trouve son compte. Tout à fait, absolument. Ouais. Voilà. À partir du moment où on a le plaisir de faire son activité, c'est le principal. C'est le principal. C'est sur ces mots qu'on va finir cette émission, qu'il soit physique, intellectuel ou les deux. Le sport prend des formes bien différentes. On l'a vu dans cette émission. L'essentiel, c'est de se dépasser et de prendre du plaisir. J'espère que chez vous, vous avez pris du plaisir à nous regarder. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci à vous quatre d'avoir répondu à cette invitation. On vous retrouve très bientôt. C'est la fin de Polygone. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.